Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Comment se fait-il qu'en France, les délinquants en col blanc, comme on dit, ne font jamais de prison ? Alors je ne sais pas si cette question peut être posée comme ça, dans la systématicité que vous relevez. Ou presque jamais. J'imagine que bien sûr vous faites allusion à l'affaire Cahuzac. Moi je ne veux pas là, devant vous, porter un avis sur le jugement qui a été rendu. Même je peux dire... Même si dans le cas de l'affaire Cahuzac, pardon de vous interrompre, mais dans le cas de l'affaire Cahuzac, le parquet, sur lequel vous avez autorité, avait réclamé explicitement son incarcération. Donc, dans cette affaire-là, effectivement, le parquet avait réclamé une incarcération. Ce que je constate, c'est deux choses aujourd'hui, si vous me le permettez. C'est d'une part la volonté très forte du gouvernement de lutter contre la fraude fiscale, et des dispositions ont été prises et seront encore prises de cette manière-là. Et d'autre part, puisque au fond, peut-être ce que vous relevez, c'est le fait que M. Cahuzac, si le juge d'application des peines en décide ainsi, n'ira pas en prison. Dans le projet de loi que je porte sur la réforme de la justice, eh bien, nous avons mis en place une disposition disant que lorsqu'une peine d'emprisonnement de 1 an sera prononcée, elle sera exécutée. Donc ce que nous souhaitons, c'est effectivement renforcer le fait qu'il n'y a pas d'inadéquation, en quelque sorte, entre le prononcé d'une peine et son exécution. Je crois que c'est important pour la crédibilité des Français. Si cette loi avait été en vigueur, avec la peine prononcée hier par la Cour d'appel, Jérôme Cahuzac serait allé en prison. Oui, enfin, si les juges avaient prononcé la même peine, oui. Jérôme Cahuzac serait allé en prison, oui, avec une peine de 2 ans, ferme, qui n'aurait pas été aménageable comme elle l'est aujourd'hui par la loi. Je vous repose la question parce que Nicole Belloubet, vous définissez la politique pénale, donc je vous repose la question: est-il normal que les fraudeurs fiscaux ne soient jamais ou presque jamais punis de prison, alors que la fraude fiscale est peut être punie dans le code pénal jusqu'à 7 ans de prison? Oui, alors si vous voulez, il y a, je crois, l'ensemble des dispositifs qui ont été instaurés sont assez puissants. Il y a, avec le parquet national financier, il y a des outils très puissants de lutte contre la fraude fiscale. Il appartient aux juges, lorsque le pénal est saisi, de prononcer les peines qu'ils estiment adaptées. Mais encore une fois, je le répète, notre politique pénale veut vraiment concourir à la lutte contre la fraude fiscale. Mais ce n'est pas forcément toujours le résultat. Ça peut laisser dans l'opinion l'idée d'une impunité des puissants, l'idée que voler une mobilette peut vous conduire plus sûrement derrière les barreaux que voler le fisc. Je vous le redis, l'ensemble des dispositions et de lutte contre la fraude fiscale et de réforme de la justice contribuera à, je crois, donner aux Français le sentiment que lorsqu'une peine est prononcée, elle est exécutée. C'est cela qui pour nous est important. Depuis lundi, Nicole Belloubet, l'Assemblée débat du projet contre les violences sexistes et sexuelles. L'article qui a été adopté cette nuit, l'article 2, fait particulièrement polémique sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs. D'abord, pourquoi avoir renoncé à ce qui était la promesse initiale, c'est-à-dire la présomption de non-consentement d'un mineur de moins de 15 ans? Il n'y a pas de renoncement. Ça avait été dit comme ça au départ. Vous savez, Jaurès disait il faut prendre conscience du réel pour atteindre l'idéal. Le réel, c'est l'état de droit dans lequel nous vivons. Nous, ce que nous voulons, c'est sanctionner de manière extrêmement ferme les viols en général, et particulièrement les viols qui sont commis par des majeurs sur des mineurs. Pour cela, nous avons adopté des dispositions législatives qui nous semblent cohérentes et efficaces. Et donc, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous donnons la possibilité aux juges réellement de sanctionner un viol. Un viol, je parle uniquement ici devant vous des viols de majeurs sur mineurs de 15 ans, de moins de 15 ans. Un viol, c'est 4 éléments: la violence, la contrainte, la surprise, la menace. Nous disons que quand un jeune a moins de 15 ans, eh bien, l'aspect contrainte, l'aspect menace, surprise, cela résulte de son âge même. C'est ainsi qu'est écrit le texte. Mais pas de façon automatique. Cela résulte de son absence de discernement. Et donc, la preuve du viol est considérablement facilitée. Et c'est cela qui est important. C'est cela qui va faire que les viols pourront être jugés comme des crimes. Et j'insiste là-dessus, c'est notre volonté et le dispositif juridique que nous avons mis en place le permet. Les associations pensaient, en fonction des premières déclarations qui avaient été faites, notamment par Marlène Schiappa, que vous pourriez renverser la charge de la preuve et avoir cette présomption de non-consentement, que par définition, une
une atteinte sexuelle, enfin ou plutôt une pénétration sur un mineur de moins de 15 ans pouvait systématiquement être considérée comme un viol. C'est à ça que vous avez dû renoncer. Nous avons réellement regardé juridiquement comment nous pouvions écrire cela. Nous avons pris en compte les textes internationaux, la Constitution française, oui. Nous avons pris en compte l'avis du Conseil d'État et à partir de là, nous avons rédigé quelque chose de puissant. Et aujourd'hui, au moment, si ce texte étant voté, j'espère qu'il le sera définitivement par les deux assemblées, aujourd'hui, les affaires qui ont bouleversé l'opinion publique à juste titre sur les viols commis sur des fillettes de 11 ans, aujourd'hui, je suis certaine qu'elle ne serait plus jugée de la même manière parce que les outils que nous donnons au juge lui permettront de ne plus trancher ces questions-là de la même manière. C'est ce que vous disent effectivement les pétitionnaires qui vous appelaient à renoncer à cet article 2. Nous ne voulons pas d'un autre Pontoise, donc référence effectivement à cette affaire où une fillette de 11 ans avait été considérée par la justice comme consentante. Moi, si je regarde cette affaire et si je prends le texte de loi, je vois que rien ne change et que... Mais absolument pas. Il pourrait y avoir un autre Pontoise, non? Je me trompe? Vos talents de juriste sont reconnus. Non, mais il se trouve justement que si vous prenez le texte, vous lisez que l'âge est un facteur de vulnérabilité qui empêche le discernement et que donc la contrainte, la surprise, tout cela peut résulter de l'âge lui-même. Et c'est la raison pour laquelle je vous assure qu'avec ces dispositions-là, les viols seront bien considérés comme des crimes et pourront être condamnés plus facilement. Ce que craignent les associations, c'est aussi que la requalification des viols en délit soit plus systématique, et ils ont raison, la loi y incite, mais non, absolument pas. La loi n'y incite pas. La loi en alourdissant les atteintes sexuelles pour mineurs. Mais justement, elle n'y incite pas. Au contraire, elle dit... Le viol est un crime. En dessous de moins de 15 ans, nous facilitons la preuve que le viol est un crime. Si il y a une atteinte sexuelle, c'est-à-dire... contrairement au viol, une pénétration qui a lieu sans contrainte, sans violence, etc. Eh bien là, comme nous avons un interdit dans notre code pénal, un interdit qui fait qu'on ne peut pas avoir une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de 15 ans, eh bien là, si cette relation a lieu, elle est sanctionnée jusqu'à 10 ans de prison. Donc c'est alourdi. Autrement dit, nous resserrons les mailles du filet pour que ces attentats, ces crimes soient réellement condamnés à la hauteur de ce qu'ils sont. Est-ce que vous comprenez la colère des associations féministes? Non. Non, je ne la comprends pas. Il y a de la mauvaise foi? Je ne veux pas préjuger de ce qui anime les associations féministes et j'imagine que c'est de bonne foi qu'elles ont une analyse de nos textes qui n'est pas une analyse exacte. Ce que je dis et ce que j'affirme devant vous, c'est que nous resserrons les mailles du filet pour que la preuve du viol soit considérablement facilitée et que d'autre part, nous aggravions toute atteinte sexuelle d'un majeur sur un mineur de 15 ans. Et par ailleurs, d'autres dispositions que nous mettons en place et sur lesquelles je ne vais peut-être pas ici m'étendre, permettront que ces crimes soient jugés plus aisément, puisque vous savez, dans le texte que je propose, j'envisage d'expérimenter des tribunaux criminels départementaux qui pourront donc juger des viols qui aujourd'hui sont correctionnalisés, parce que la réalité d'aujourd'hui, contre laquelle nous allons lutter, c'est que beaucoup de viols sont correctionnalisés, parce que les victimes, parce que les auteurs ne veulent pas attendre le temps long que nécessite la procédure devant la cour d'assises, et donc eux-mêmes souhaitent une correctionnalisation du viol. Nous lutterons contre cela. Vous serez à nouveau à côté de votre collègue Marlène Schiappa dans les jours à venir à l'Assemblée nationale. Elle a été très durement attaquée, on l'a entendu dans le journal de 8h cette nuit à l'Assemblée. C'est un texte qui est porté par la chancellerie, donc par le ministère de la Justice et par Marlène Schiappa. Je ne suis pas à ses côtés. Nous le coportons ensemble et nous sommes présents ensemble devant les élus. Question d'Hélène Jouan à présent. Nicole Belloubet, vous êtes professeure d'université, vous avez été rectrice de l'Académie de Limoges, puis de l'Académie de Toulouse. Est-ce que vous avez déjà été, au cours de votre carrière, est-ce que vous avez déjà été témoin d'examens empêchés, comme ça a été le cas? Oui. Oui. Et dans salle de cours bloquée? Oui. J'ai été absolument, lorsque j'étais rectrice de l'Académie de Toulouse, à l'université actuellement Jean Jaurès, qu'on appelait Université du Mirail, il y avait eu du temps, effectivement, où j'étais rectrice, des difficultés, et nous avions dû organiser des examens à l'extérieur de l'université. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que garde des Sceaux, vous donnez des consignes pour que ces bloqueurs soient poursuivis?
Ah bah bien sûr. À partir du moment où il y a atteinte à l'ordre public, je ne donne pas des consignes en tant que telle. Je n'ai pas besoin de donner des consignes. La loi s'impose, évidemment. Et à partir du moment où il y a des atteintes à l'ordre public, eh bien, effectivement, des poursuites peuvent être diligentées. Elles peuvent être, elles vont l'être. Vous ne considérez pas, en tout cas, oui, pardon. Non, mais quand il y a, enfin, je veux dire, quand il y a une infraction, la poursuite existe, c'est évident. Question encore, le parquet national antiterroriste, Nicole Belloubet, vous vouliez le créer, le projet est enterré? Pas du tout. Pas du tout, nous nous sommes donnés absolument pas. Il a disparu du projet de loi. Il a disparu du projet de loi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y réapparaîtra pas ou qu'il n'apparaîtra pas dans un texte complémentaire. Nous avons réellement la volonté de renforcer la lutte contre le terrorisme, évidemment. Actuellement, le parquet de Paris, qui exerce également les fonctions de parquet antiterroriste, me semble-t-il, a besoin d'être centré sur cette fonction-là, de lutte contre le terrorisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous cherchons à construire un mécanisme qui soit efficace, qui soit centralisé, mais qui ait également des relais en province, puisque un attentat pourra se dérouler partout en France. Donc, le projet n'est absolument pas enterré et il va évidemment être reformulé. Et il implique davantage de moyens donnés à la justice antiterroriste. Il implique une organisation de grande efficacité. Ce qu'elle est déjà, il me semble que nous pouvons la renforcer encore. Un petit mot enfin pour finir, vous étiez à la fête d'anniversaire du gouvernement hier? Absolument, j'y suis allée, j'ai passé une bonne heure et demie. C'était comment? Eh bien, c'était dans un lieu magnifique que je ne connaissais pas, qui était le musée des Arts Forains. Ouais. Et je crois que c'était une manière de dire à la fois l'ambition de l'élection présidentielle, l'ambition du travail accompli et l'énergie à mettre en œuvre pour continuer le travail qui a commencé. Merci Nicole Belloubet d'être venue ce matin en direct au micro d'Europe 1. Merci à vous. Merci. Il est 8h28. Dans un instant, la revue de presse, Marion Lagardère, l'espoir évidemment autour de l'OM, la marche blanche en mémoire de Naomi, le rapport de SOS homophobie et la mort de l'écrivain américain Tom Wolfe. Europe 1.